Une fois par an, beaucoup de développeurs ont une petite peur qui apparaît, pendant quelques heures seulement. La nouvelle version d'Android va-t-elle rendre mon app inutile? Les innovations sur les OS mobiles sont, pour beaucoup, issues d'applications tierces. Et avec 2,5 milliards d'appareils Android dans le monde, téléphones, voitures, télévisions et j'en passe, les champs des possibles est multiple et infini. Et cela permet notamment l'émergence de nouveaux usages de tous les côtés. Mais alors, le dev mobile est-il le seul avenir possible? Le cross-platform est-il viable sur le long terme? Et surtout, à mesure qu'Android devient l'OS le plus répandu, peut-on encore croquer la pomme? Pour répondre à ces questions de fruits défendus, je ne reçois pas Willy Wonka, mais il s'y connaît en confiserie. Geoffrey, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Geoffrey, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Je m'appelle Geoffrey Mettet, je suis développeur depuis 2009, c'est-à-dire j'ai découvert Android avec Android 1. Donc je connais toute l'histoire d'Android de près. J'ai adopté, c'est en tout début de carrière et je me suis lancé là-dedans et j'ai fait ma carrière là-dessus. Donc, Okay. et voilà. Donc, dans une petite société de service qui s'appelait Trialogue à la base, et puis ensuite dans le grand public et dans le multimédia avec Arcos, avec VLC chez Videolabs, et puis maintenant chez Deezer depuis 2 ans. Ok. T'avais quel âge quand Android 1 est sorti? 25 ans, 24, Ok. par là. Donc tu connaissais déjà bien l'environnement tech, on va dire. Donc Oui, j'avais fait mes études d'ingénieur, j'avais commencé à travailler. J'étais un développeur junior, mais j'étais déjà développeur. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a attiré vers ce développement Android sur la première version? Ouais, j'avais toujours attendu ce qu'on appelait à l'époque les téléphones de 2e ou 3e génération. Parce que quand on voyait les premiers portables arriver, appeler ou envoyer des textos, moi, ça me faisait pas vraiment rêver. J'ai plein de monde autour de moi qui je récupère ça, mais c'est pas ce qui me plaisait moi. Et avoir des possibilités en plus, là, voilà. Et quand les vrais smartphones sont arrivés, donc des ordinateurs complets qu'on peut mettre dans la poche avec une connectivité constante, voilà. Et en plus, quand c'est fait par Google, qui était à l'époque au moins, toujours un peu, mais surtout en 2008-2009 par là, une société très innovante. C'était Gmail, Google Documents, enfin, c'était des trucs qui sont standards aujourd'hui, mais qui n'existaient pas. Enfin, ils ont renversé la table sur plein de trucs. Voilà, la combinaison des deux fait que voilà, avoir un truc basé sur Linux en plus, en bonus, c'était parfait. Ouais. Et pourquoi la sortie de l'iPhone a pas eu le même écho chez toi? En voyant les iPhones, j'étais d'accord, c'était le futur, pas de souci là-dessus, c'est beau, mais je suis pas fan de l'environnement captif. Et moi, c'est plus l'aspect Linux ouvert sur le web. Avec un Android, je pouvais, avec un Windows, un Linux, peu importe, le gérer pareil. Enfin, j'avais pas grand-chose à faire, en fait. C'était soit je me connectais à mon compte Google, c'était tout synchronisé. Il y avait ces mises à jour qui arrivaient tout seul. C'était un peu plus laborieux sur Mac parce qu'il fallait tout l'environnement. Voilà, cet aspect captif qui me plaisait pas, je préfère un truc plus standard, plus ouvert. Ok. Je reviens sur ce que tu disais aussi tout à l'heure sur le côté, les premiers téléphones n'étaient pas très intelligents, enfin, permettaient pas de faire grand-chose. Et l'arrivée du smartphone, effectivement, a changé la donne. J'ai vu passer, alors c'était il y a longtemps maintenant, mais un article qui a encore, je trouve, résonance, on va dire. Est-ce que ça a encore un intérêt d'appeler ça un smartphone, vu ce qu'on fait aujourd'hui avec ces machines-là, quoi? Je me posais la question récemment. Ça a toujours l'intérêt premier quand même d'être joignable d'une manière ou d'une autre, parce que le gros usage du smartphone, c'est quand même, il y a beaucoup de WhatsApp, il reste de la messagerie, de s'appeler. Donc c'est quand même utile parce qu'on l'a sur soi pour communiquer avec d'autres gens, donc on est toujours dans la téléphonie. Ouais, mais tu vois, au final, aujourd'hui, avec WhatsApp, moi, je peux téléphoner depuis mon ordinateur.
Ouais. Quand j'ai un coup de fil maintenant, moi, il arrive sur mon ordi, je peux décrocher sur mon ordi autant que sur mon téléphone. Je le vois plus comme un pense que pocket computer que comme un l'appellation française ordiphone a tout son sens. ordiphone. On l'utilise pas parce que smartphone, ça sonne mieux, mais voilà, en français, on doit dire ordiphone et ça a tout son sens. Bon, bah, je vous invite. Est-ce que vous avez meilleure appellation que Cordiphone en live sur le chat? N'hésitez pas. Si vous l'utilisez au quotidien, n'hésitez pas à vous signaler aussi, parce que je pense que vous faites partie peut-être des 10 personnes dans le monde qui utilisent le terme ordiphone. Mais voilà, parce qu'effectivement, il faut changer le nom de ces trucs, parce que c'est clairement plus un téléphone aujourd'hui. Bon, c'est de quoi on parle. Hein. C'est pas Ouais. le seul nom dévoyé, on peut faire avec. C'est vrai. Quelle était du coup ta première application Android? Alors, je faisais de la R&D justement dans cette première entreprise. C'était sur un projet européen qui s'appelait Mon Ami, pour faire de la domotique en gros, pour l'assistance aux personnes âgées. Voilà, donc c'était un téléphone qui devait faire commander des lampes, des trucs comme ça. Enfin, un truc tout bête aujourd'hui, mais voilà. Mais c'était révolutionnaire à l'époque d'avoir prendre son téléphone et d'allumer une lampe. Voilà. C'était compliqué parce que je devais faire un serveur sur le téléphone, parce que non, l'architecture n'était pas prévue pour avoir plein de clients différents comme aujourd'hui, comme les smartphones n'existaient pas encore, n'étaient pas répandus en tout cas. Donc voilà, c'était compliqué à faire techniquement parce que c'était pas prévu pour, mais c'était marrant. Ouais. T'avais mis combien de temps à faire cette première app qui paraît rudimentaire aujourd'hui, mais à l'époque, du coup, c'était 2008. J'ai dû mettre une semaine ou deux parce que ces problèmes de. J'ai eu un bug en fait pour faire le serveur, recevoir les données correctement. Ça m'a pris du temps. Il devait y avoir un bug dans les premières versions d'Android sur un truc spécifique et voilà. Ça m'a pris du temps parce que c'était pas prévu techniquement et j'ai eu des soucis. Mais sinon, c'était hyper simple. T'avais quel niveau de Java à l'époque? Du coup, à l'époque, c'était Java principalement. En fait, j'ai découvert Java quasiment avec Android. J'en ai fait à l'école, mais j'aimais pas. J'étais plus C à l'époque. J'étais plus la team C sous Vim, voire C++ aussi. Ça, c'était assez cool avec un truc comme Qt qui faisait un framework assez complet. Java, je trouvais ça lourd et bof, et puis je m'y suis fait avec Android. Alors du coup, tu me dis que tu étais plutôt C++ et C. Pourquoi pas avoir fait le choix de partir sur l'objectif C mais d'aller sur du Java? Donc là, pourquoi pas iOS plutôt que... Parce que j'étais pas attiré par le produit iPhone, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. J'étais plus attiré par le potentiel d'Android, qui était très ouvert. Alors aujourd'hui, les deux plateformes ont convergé, c'est plus très vrai, mais à l'époque, Android, on faisait vraiment littéralement ce qu'on voulait. Et sur iOS, tout était extrêmement compliqué. Enfin, si on voulait sortir des sentiers battus, NFC, par exemple, utiliser son téléphone comme billet de métro, c'était disponible avant sur Android, pas pour de la ségrégation, juste parce que c'est le genre de truc qui est ouvert sur cette plateforme et fermé sur les autres. Et après, ça converge. Hein. Aujourd'hui, ça se vaut. Mais à l'époque, c'était ça. Ouais. Oui, surtout que quand Android est sorti, eux, ils avaient déjà le support des applications tierces, et là où iOS l'avait pas encore, je crois. Il y a le Market Android est sorti avant les téléphones. Et sur l'iPhone, c'est l'inverse. Ouais. Et du coup, sur cette première app, t'as mis combien de temps à la mettre visible je ne l'ai pas publié, c'était de la R&D interne. Okay. C'était sur un projet qui n'était pas censé avoir de téléphone dessus, c'était de la pure R&D. Alors du coup, est-ce qu'il y a un truc en particulier quand tu as fait cette app, tu t'es dit, ok, c'est bon, le futur, c'est ça, et tu y allé tête baissée, ou tu étais encore un peu... Non, j'étais convaincu. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Quand tu as l'équivalent d'un ordinateur, mais que tu peux bouger du salon, que tu gardes dans la poche tout le temps, et que tu peux faire plus de choses, parce qu'en fait, tu sais qu'à terme, il sera aussi puissant, mais en puissance de calcul, mais par contre, en fonctionnalité, il aura 100 fois plus. Et que très tôt, on avait le GPS avec, on avait des usages déjà qui renversaient tout, quoi. Ouais. Donc non, j'étais convaincu. Il n'y avait pas de possibilité que ce soit pas ça le futur, même si c'était pas Android et iOS, c'était autre chose, mais c'était d'une manière ou d'une autre, c'était comme ça. Donc tu as envisagé que peut-être Windows Mobile à un moment arriverait à plier le game ou plier non, parce que du coup ils ont pris du retard sur le grand public, mais quand ils avaient fait Windows 7 ou 8, je sais plus, leur système de tuiles était vraiment bien. Là c'est dommage que ça n'ait pas marché, parce qu'après, de leur côté, s'ils avaient la convergence entre Windows et les téléphones, et ce qui s'appelait Universal App, ça c'était génial. En fait, on développe son app sur son ordi, on peut changer à la volée la taille pour tester le format téléphone, tablette, ordinateur, et puis c'est la même compilation sur... Enfin, le développeur Windows Phone de VLC, quand il m'a montré ça, j'étais vraiment jaloux, quoi. Il compilait en 10 secondes, alors que moi, ça mettait plutôt une minute ou deux,
Et moi, j'avais un truc statique. Si je voulais tester tablette, il fallait que je recompile sur un autre émulateur ou un autre appareil. Et lui, à la volée, il changeait tout. Et c'était aussi le VLC, un VLC Windows fonctionnel. Ouais. Puis d'ailleurs, au final, Android et iOS ont pris aussi ce pli d'avoir des applications qui ont une capacité d'adaptabilité à une taille d'écran. Donc, ils avaient effectivement vu un truc que les autres n'avaient pas, quoi. Bah, ils avaient la synergie entre les deux, comme ils avaient les deux. Apple, là, maintenant. Parce que les Macs sont ARM, les nouveaux, les M1, M2. Donc, comme c'est la même architecture, c'est plus simple. Et je suis d'accord avec toi, leur système de tuiles. Moi, je me souviens, j'avais eu je crois que c'était un Lumia à sa sortie, et je l'avais testé pendant 2 semaines. Et j'avais trouvé que c'était vraiment intéressant, qu'il y avait une vraie différenciation par rapport aux deux autres qui étaient déjà très installés, et qu'il y avait un truc vraiment, vraiment top. Et ce qui manquait clairement, c'était qu'il n'y avait aucune application sur leur store. Et que c'était là que ça pêchait, quoi. Ils se sont loupés sur le store, qui était compliqué. Il y a eu des changements de store pour les développeurs, il fallait republier. Et puis sur le SDK, il y a des choses qui n'étaient pas simples et qui étaient quand même mieux faites sur iOS, Android. Après, il y a surtout le commerce. Si les gens ont un téléphone, on va développer dessus. S'il n'y a pas, on va pas s'embêter. On peut sortir aujourd'hui un nouvel OS mobile avec un super SDK et un super store. Si personne n'a, les gens vont pas s'embêter à développer dessus. Ouais. Et alors du coup, toi qui as vu cette évolution depuis Android 1 jusqu'à Android 13 aujourd'hui, qu'est-ce que tu as noté comme paliers principaux, comme évolution principale en tout cas, on va commencer par la partie Java avant d'attaquer Kotlin et autres. Ah, côté dev alors. Côté dev, ça n'a pas beaucoup bougé au début, à part avec Android 3, les fragments qui sont arrivés pour... Alors, il y a le système de vue sur Android, ça s'appelle une activity. Et sur Android 3, avec les tablettes, Google a introduit les fragments qui sont des portions de vue pour faire un peu ce qu'on fait du lazy loading en web. Dire, voilà, on va séparer la vue en plusieurs et on peut en charger une partie et garder le reste. À part ça, au début, il n'y a pas eu grand-chose, ça bougeait pas des masses. Il y a eu une conversion. Avant, on utilisait le SDK tel quel. Donc, effectivement, si on utilisait un minimum Android 3, si on voulait utiliser une fonctionnalité Android 3, il fallait soit gérer au runtime on l'active ou pas, ou alors dire c'est Android 3 minimum. Et Google a sorti AppCompat, qui est maintenant Android X, qui sont en fait des bibliothèques que eux gèrent, qu'on embarque nous dans l'appli pour gérer justement ces différents niveaux d'Android, pour simplifier pour nous le développement d'une fonctionnalité et de leur côté, qui soit adapté à toutes les versions d'Android. Ça permet de porter, donc d'apporter des fonctionnalités qui sont dispo, je sais pas, sur Android 17, mais les apporter sur Android 14 à 17 d'une manière détournée. Et ça permet aussi de nous simplifier la vie et pas gérer 15 versions du même appel, et juste en faire un, et c'est Google qui a fait le sale boulot. C'est le boulot du SDK. Il y a eu ça au début. Mais c'était avant 2017. C'était un peu une nécessité parce qu'il y a un fractionnement dans l'environnement Android. Alors, je sais que j'ai fait pas mal de comparaisons iOS et Android, mais c'est un peu le jeu, on va dire. Là, c'est pertinent, puis ils n'ont pas le même fonctionnement. Ouais. Comme Apple, j'ai en gros un modèle par an, parce que c'est 2 ou 3 déclinaisons du même matériel et du même firmware, ils les supportent très longtemps. Donc, ils sont à jour. Sur Android, c'est un peu l'inverse, comme c'est un peu la foire, c'est plein de constructeurs différents, ça les intéresse pas de mettre à jour, de faire un travail de mise à jour sur plein d'appareils en fait, parce que pas un par an, là, il y en a des dizaines et dizaines par an. Et bien justement, il y a des vieilles versions d'Android à gérer. Et c'est une approche différente. Les smartphones Android sont moins à jour, mais par contre, les applications vont supporter des versions plus anciennes. Oui, de fait, à cause de ce fractionnement. C'est aussi le fait que les constructeurs ont à chaque fois une possibilité, en tout cas, de faire une surcouche à l'OS, et qui fait que du coup, ils ont... ça leur fait du travail en plus. Et puis, ils n'ont pas une capacité de mise à jour de leur surcouche, peut-être au même niveau que ce que Google lui arrive à shipper des nouvelles fonctionnalités. Google n'est pas super bon élève là-dessus. Ouais. Eux, ils sortent un modèle par an, ils ont une super capacité et ils le font pas trop. Même les appareils Google sont pas autant à jour que... Ils sont bien moins à jour que Apple. Ouais. Ils sont supportés 3-4 ans par là. Okay. Je crois qu'il y a 3 mises à jour majeures, comme Samsung en fait. Ils font pas mieux que Samsung.
Et donc, avec cette notion de fragment, du coup, aujourd'hui, c'est plus un sujet pour toi en tant que dev? Non, ça c'est une fonctionnalité qui est arrivée en plus, le fragment. C'est juste pour la manière. Mais c'était là, je crois que c'est à peu près la seule grosse fonctionnalité de développement qui est arrivée avant la période qui a commencé en 2017. Il y a peut-être Constraint Layout qui est arrivé, je sais plus quand. Pareil, c'est une autre manière d'écrire les vues, plus intelligente. Voilà. Mais en dehors de ça n'a pas beaucoup bougé au début, Android. Ouais. Et aujourd'hui, avec la présence d'Android sur aussi bien les tablettes, les téléphones, les télés, les voitures, il y a quand même un nombre d'appareils, même des frigos qui ont de Android. Donc j'imagine qu'il y a aussi des grippins, des machines à café. Enfin, on le trouve vraiment partout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une capacité à créer une application vraiment de manière uniforme pour tout type de device? Oui. Mais ça a été bien pensé dès le départ, Android, d'avoir un système de layout de tailles différentes. En fait, on peut définir un même layout pour des tablettes ou des téléphones suivant on définit une taille critique et on dit en dessous, ça va être celui-là, cette version-là de ma vue, et au-dessus, ça sera cette version-là. Et derrière, c'est le même code, ce sera juste à disposer différemment. Ouais. Ça a été bien géré. Après, les travaux de faire ces layouts tout en relatif et pas trop de travail absolu, ça permet aussi d'avoir des vues qui sont assez élastiques, donc qui s'adaptent correctement. Grosso modo, je trouve que c'est pas très dur de faire une appli qui marche aussi bien sur téléphone que sur tablette ou télé. Enfin, télé, c'est une UI à part, parce que c'est plus la même résolution qu'on veut avoir, comme on est loin d'un grand écran et plus près d'un petit. Mais je trouve que c'est assez facile sur Android de le faire. Et ça a une distinction avec les télés. En plus, c'est plus une question d'ergonomie et de choix de développeur, de te dire, comme les gens n'ont pas le même interface, il faut un truc différent. Mais au final, tu pourrais faire une app aussi identique entre tous les devices, quoi. Oui, complètement. Sur Deezer, c'est deux applis séparées, mais sur Android, sur VLC, c'est la même app. C'est deux interfaces différentes, sauf pour le player. Le player, c'est exactement le même sur une télé que sur un téléphone. Et ça gère le tactile et les flèches de la même manière. Et comme ça, quand on est sur un Chromebook, on a le choix entre le tactile, le clavier, et tout est géré, parce que c'était déjà géré avant avec les téléphones et les télés. Ouais. Tu nous disais du coup que c'était une des majeures évolutions jusqu'à 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 qui pour toi est Il y a eu deux choses très importantes. Il y a eu donc l'annonce que le développement Android va aller basculer sur Kotlin de manière officielle. Donc parce qu'en fait ça marchait, c'est un langage JVM, on pouvait l'utiliser avant, ça nous amusait, il n'y avait aucun problème. Mais là Google supporte, donc maintenant Google fournit des bibliothèques en Kotlin, encourage à passer à ce langage-là. Surtout voilà, il y a un support qui garantit qu'on peut l'utiliser sans problème. Et donc ça, c'est une grosse évolution parce qu'on était bloqué en Java 7,5 à peu près sur l'Android pour des raisons de fragmentation des appareils et de guerre de brevets avec Oracle. Et donc, on était sur une version assez vieillotte alors qu'il y a plein d'autres langages qui évoluent. Et voilà, et Kotlin, par contre, c'était c'est un langage récent comme le Go, comme le Swift, comme le Rust, qui ont à peu près la même philosophie. Donc il y a des paradigmes assez nouveaux qui sont très intéressants, qui correspondent plus au développement moderne, d'avoir dans des applis un peu plus complètes. Et puis, c'est pensé pour la lisibilité. Ça, c'est très important. Le Java, c'était assez lourd, et pas autant que l'Objective-C. Et lui, brainfuck, mais voilà, c'est lourd. Et Kotlin, Swift, c'est très lisible, c'est facile à lire. Même si on ne programme pas, on comprend ce qui se passe. Ouais. Puis c'est très facile à écrire aussi, quoi. De fait. Du coup, l'autre partie, pardon, pour qu'on n'oublie pas, l'autre partie, c'est les architecture components sur Android. On pourra en reparler après, mais je le dis tout de suite pour qu'on n'oublie pas. Parce que ça, pour moi, c'est le plus important. Je vois. Tu nous disais aussi au début que toi, quand tu as commencé le développement Android, tu avais une vision de Java, un truc un petit peu lourd, fastidieux. Et c'est vrai que Java avait cette image, en tout cas assez poussiéreuse de par son ancienneté, on va dire. Malgré tout, Android a quand même très fortement dépoussiéré le langage, quand même avec en faisant en sorte qu'il y a quand même beaucoup de devs qui arrivent sur le sujet, en le faisant évoluer. Est-ce que toi, tu as vu des évolutions de Java assez fortes, induites par Google pendant ces quelques années Non, pas trop, parce que en fait, comme on était bloqué en Java 7,5, c'est quelque chose qui existait déjà à peu près au tout début d'Android, donc on n'a pas eu le temps de voir les évolutions poussées par... Par contre, je vois des évolutions poussées par Kotlin.
Maintenant, Java commence à faire ce que font beaucoup de langages avec des gestions d'asynchronisme un peu plus modernes, du async await, des choses comme ça. Ils ont ça maintenant, ça arrive partout, même le C++ s'y met, parce que Rust commence à les bousculer. Mais c'est cette évolution. Android lui-même, je pense pas que ça ait fait évoluer le Java. Ok. Du coup, tu nous parlais de cette architecture component apportée par Kotlin. Du coup, c'est quoi? C'est l'arrivée des design systems, en gros, chez Android? Non, alors l'architecture component, c'est vraiment l'architecture du projet. Sur Android, il y avait un seul point d'entrée. Enfin, deux. Il y avait les activities pour les vues et les services pour les tâches de fond. Il n'y avait rien d'autre. C'est-à-dire que la logique, souvent, par paresse ou par juniorité, on mettait ça dans les activities. Et on avait, donc, notre code notre MVC était tout cassé, quoi, parce qu'on avait plein de logique, plein de modèles dans des vues, et ça causait plein de bugs. Sur Android, quand on tourne l'écran pour gérer la rotation, normalement, si on fait les choses bien, la vue est détruite et recréée. Donc ça veut dire que si on met trop de choses là-dedans, il faut tout relancer tout le temps, ce qui n'a pas de sens. Et parce que le SDK n'était pas dirigiste du tout. C'était, voilà, il y a ça pour les vues, démerdez-vous ensuite, vous faites votre archi, on vous fait confiance. Et il fallait pas. Parce que moi, comme des millions d'autres, on a fait toutes les conneries possibles. Et avec cette architecture prenante, on avait donc une classe ViewModel qui était bien gérée dans le cycle de vie des vues, justement. On avait des live data pour communiquer correctement de manière réactive, donc pattern d'observabilité. Comme ça, la vue observe le ViewModel et puis tout est automagique ensuite derrière. Et il n'y a plus les bugs disparaissent et c'est beaucoup plus simple. Et pour moi, ça a plus d'impact que le Kotlin sur la qualité des apps, je pense. Parce que ça fait en sorte que tous les développeurs se mettent à faire du MVC beaucoup plus propre. Enfin, des dérivés du MVVM, c'est un dérivé de MVC. Moi, je parle de MVC parce que c'est le pattern de base qu'on devrait tous utiliser depuis l'an 2000 et qu'on n'y était pas, en tout cas sur Android. Je ne connais pas les autres plateformes. En tout cas, sur Android, on n'y était pas et maintenant, on y est beaucoup mieux et ça se ressent. Ouais. Et est-ce que du coup, avec Kotlin, aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont des pratiques non-MVC ou au final, Kotlin, c'est le indépendant. SDK est devenu très, très dirigiste? Kotlin, c'est indépendant, c'est juste le langage. Tu peux faire très bien comme dégueulasse avec Kotlin, il n'y a pas de souci. C'est juste que le SDK, lui, qui est indépendant, qui est Java ou Kotlin, est devenu plus dirigiste, et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, il y a des gens qui n'aiment pas MVVM, qui vont utiliser autre chose, mais au moins, ils ont l'effort de comprendre ce que c'est, de savoir par quoi ils vont le remplacer, et de faire proprement leur version à eux. Est-ce que du coup, ce nouveau SDK, parce que tu vois, il y avait quand même une théorie, j'ai envie de dire, ou en tout cas un préjugé, comme quoi il y avait plus d'applications mal faites sur Android que chez Apple, qui avait du coup qui avait trop de liberté de données et que du coup ça en pâtissait. Est-ce que tu crois que ce nouveau SDK a permis de nettoyer un peu ça corrige un peu le tir, forcément, sur la qualité intrinsèque des apps. Après, sur ce qu'on peut faire sur la plateforme, et surtout le type de projet qu'on va avoir, je pense que ça change rien. Je pense que la différence de qualité sur iOS et Android, c'est que Android, c'est basé sur Linux, donc et c'est des appareils moins haut de gamme, donc t'as pas les mêmes gens. T'as les geeks, t'as les pauvres. C'est moins intéressant de faire des projets commerciaux là-dessus. Sur iOS, tu lâches presque un SMIC pour avoir ton téléphone, on te fait mettre ta carte bleue directe pour pouvoir le lancer. C'est pas la même chose. Donc même s'il y a moins de clients, on gagne plus d'argent dessus. Donc c'est normal que les projets soient de meilleure qualité parce qu'il y a plus d'investissement. Pourtant, il me semble que les développeurs gagnent plus d'argent en moyenne sur Android que sur iOS. Sur iOS, il me semblait que tu avais un haut du panier en fait, qui raflait quasiment tout. Et que pour les autres devs, il y avait quasiment rien qui restait. Alors que sur Android, il y avait une répartition qui était un peu plus large, on va dire. Du coup, tu avais plus de développeurs qui gagnaient plus d'argent. Moi, j'avais l'impression que c'était l'inverse. Après, j'ai vu une étude récemment, en épluchant un peu, en France, il semblerait qu'en moyenne, les développeurs Android soient légèrement mieux payés, mais dans à peu près tous les autres pays du monde, c'est l'inverse. Donc c'est kiff-kiff. Mais voilà. Moi, j'avais plus dans l'idée que c'était l'inverse. Ouais. Après, peut-être que tout le monde veut plus d'argent et d'imagine que le voisin gagne mieux. L'herbe est souvent plus verte, voilà. Croit-on ailleurs. Par contre, c'est très vrai que en gros, il y a très peu d'offres d'emploi qui ont des gros salaires et qui concernent les seniors, les stars, entre guillemets.
et que les 3/4 des gens ont des salaires normaux, mais on rêve un peu sur les 5%, les top 5%, qui sont pas représentatifs de tous les salaires. Tant qu'on en est à parler du store, au début, il y avait une pratique très ouverte du store de Google versus le store d'Apple qui était très fermé. Et il y en a un qui s'est un petit peu refermé, là où l'autre c'est un petit peu ouvert. Ouais, bah c'est vraiment le miroir des plateformes. Parce que autant sur l'OS, c'est vraiment pareil. On pouvait tout faire sur Android. Il y a eu de plus en plus de restrictions pour plus avoir d'appli qui tue toute la batterie, qui espionne les gens. Alors que sur iOS, tout était interdit. Puis finalement, ils ouvrent petit à petit. Voilà. C'est vraiment la logique inverse sur Android. Et c'est la même chose sur le store. Sur le store, il n'y avait pas de review. Avant, on balançait, c'était dispo. Maintenant, il y a voilà. Donc chez Google doit valider les applis, même les mises à jour. Ah bah, il y a ton OK Google qui s'est allumé du coup pendant le... Du coup, ils savent ce qu'on dit. Voilà. Maintenant, c'est review, c'est Google. Donc si on lance une appli, ça doit être validé. Si on lance une mise à jour, ça doit être validé. Ça peut prendre du temps. Je disais, on est embêté en ce moment parce que ça prend régulièrement du temps et ça casse un peu nos calendriers. Voilà, ça n'existait pas avant et maintenant, c'est le cas. Et est-ce que tu as le risque, quand tu travailles avec un annonceur, peut-être moins concerné parce que toi, tu es chez Deezer, mais est-ce que tu as le risque en tant que développeur quand tu bosses pour des clients, où du coup, tu peux pas t'engager sur une publication dans le store parce qu'en fait, tu es dépendant d'une validation par un acteur tiers que tu maîtrises absolument pas, où il y a quand même un certain laxisme, entre guillemets, enfin une certaine ouverture vis-à-vis de Google? Non, il n'y a pas d'ouverture. C'est tout le monde pareil. On peut se plaindre, mais on a un mail automatique derrière. Après, bon, si on a le bras long, on peut aller taper sur les bonnes personnes. Mais voilà, c'est comme partout. Ce qui se fait souvent, c'est de pré-publier des applis. Donc de les mettre sur le store, pas dispo, comme ça, il y a le temps de review, et puis ensuite, il n'y a plus que des mises à jour à envoyer. Ouais. Il y a peut-être moins de choses qui peuvent bloquer chez Google que chez Apple. Ça, je ne saurais pas dire. Peut-être. Quand on voit mais de toute façon, les clients sont éduqués depuis 10 ans par Apple qui fait la pluie et le beau temps là-dessus. Donc, c'est pas un problème en soi, parce que tout le monde est déjà habitué à ce problème-là. Parce que il y a eu la guerre entre Epic et Apple sur le système de paiement. Il me semble que sur Google, il n'y avait pas de souci particulier à l'origine. Il y a moins de soucis parce que Google demande 30% pareil, mais par contre, il y a une option sur les téléphones Android, une option de développeur, hein, c'est pas n'importe qui peut l'activer. Ah, c'est une option de sécurité. Mais il faut aller la chercher pour installer une appli en dehors du store. Donc niveau sécurité, ça c'est pas top, donc je conseille pas aux gens de le faire, mais ça permet d'installer, de fournir une appli sans passer par le store. Donc quand on est Epic Games et qu'on arrive à faire la pub, ok, par contre, si c'est moi, je vais avoir 3 personnes qui vont me suivre et c'est tout. Ouais. Donc le store commercialement, c'est indispensable, mais c'est pas obligatoire. Sur iOS, il n'y a pas d'alternative. Ou alors, il faut jailbreaker son téléphone et du coup, tu sors d'un process. Voilà. Justement, sur cet aspect de... j'ai oublié ma question. C'était sur quoi on parlait des applications tierces. Non, elle me reviendra plus tard. Et alors du coup, pour revenir sur l'aspect Kotlin, depuis sa sortie jusqu'à aujourd'hui, je prends le parallèle avec Swift que moi je connais mieux. Swift, on a eu Swift 1, Swift 2, Swift 3. Ça a été des transitions assez difficiles pour les devs. Est-ce que Kotlin, ça a été pareil, les premières versions ont fait du mal, enfin les transitions ont été difficiles ou au final ça a été assez smooth? C'était smooth parce que Kotlin n'est pas un langage Android, c'est un langage qui existait déjà, qui était déjà stable. Ce qui était le cas de Swift aussi. Hein. Oui, mais c'est un langage Apple, donc c'est à partir du moment où ça passe dans le SDK, ça change tout. Alors que Kotlin, alors ils ont eu beaucoup plus d'utilisateurs, mais ils en avaient déjà avant. Donc non, il n'y a pas eu de transition. Et puis en passant d'une version à l'autre, tout est backward compatible, donc, je ne sais pas comment dire en français, rétro-compatible. Donc il n'y a pas de... je ne me rappelle pas avoir de soucis de migration d'une version à l'autre, honnêtement. Et quand tu passais du Java au Kotlin, pour les devs, si on prend les différentes équipes que tu as pu intégrer ou gérer depuis, est-ce que ça s'est fait aussi de manière facile ou il y a quand même eu un accompagnement Non, à partir du moment où on connaît Java, on connaît à peu près tout en Kotlin. Enfin, il y a des nouvelles choses à connaître. Donc en fait, les manques, c'est les fonctionnalités Kotlin qui n'existaient pas en Java et qui ne vont pas utiliser. Ils vont réinventer la roue alors que c'est déjà disponible en Kotlin. Il y a une autre manière de faire plus efficace en Kotlin, mais c'est pas très grave.
il n'y a pas de gros soucis. C'est quoi le truc que beaucoup de devs font en Kotlin qu'il faudrait faire autrement? Enfin, c'est quoi l'erreur standard, on va dire, ou le défaut le plus courant? Il y a une bonne gestion des collections en Kotlin. Donc des listes, tableaux, peu importe. Et il y a plein d'opérateurs très utiles et c'est une grosse collection de plein d'opérateurs à connaître. Et souvent, les gens ont leurs habitudes de faire des boucles eux-mêmes. Et c'est déjà prêt. C'est déjà tout fait. Ça peut se faire en une ligne et pas en 5 ou 10. Et ça améliore la lisibilité et tout. Souvent, c'est ça. Et c'est quoi? C'est un reliquat du passé Java ou c'est Oui. une C'est de mauvaise l'inertie. C'est juste qu'on sait faire comme ça et on ne sait pas qu'il y a la nouvelle méthode. On ne sait pas qu'il y a ces méthodes qui sont toutes faites déjà prêtes et qu'on n'avait pas en Java. Et après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les gens adoptent plus les coroutines. C'est ça, vraiment ça, moi, qui m'avait plu dans le Kotlin. C'est la gestion de l'asynchronisme qui est révolutionnaire comparé à ce qu'on avait avant en thread. Les coroutines, c'est inspiré du async await de C# d'un côté et des channels de Go. Et ils ont mixé les deux, ils ont fait un espèce de framework où il y a les notions de fonction suspend et il y a tout ça. Et ça, en fait, on va écrire du code comme s'il était monothreadé, sauf que en dessous, c'est du callback qui est généré par le compilateur, mais que nous, on voit pas. Donc on écrit tout en mono, de manière linéaire, alors qu'en fait, on va passer d'un thread à l'autre. Et ça fait du code plus lisible. Et on peut faire des choses très compliquées, très performantes, ou très green, pour faire à l'épisode 154, et plus simple. Avec moins de bugs et plus efficace. Ok. Je crois que j'ai repensé à une question que j'avais aussi oubliée, c'est sur l'aspect sur les applications. Il y a un truc chez iOS, c'est que les applications sont quasiment cloisonnées les unes par rapport aux autres. Pendant un moment, sur Android, tu pouvais accéder en fait de manière un peu plus facile à différentes choses. Ça s'est refermé, ça, je crois aussi comme. Alors, il y a une isolation sur Android. En fait, Android utilise le système des users Linux pour les applis. Donc, en fait, une appli, c'est un user Linux. Donc, son package name, c'est son nom d'utilisateur. Et donc, chaque appli est isolée comme les utilisateurs sont isolés sous Linux. Donc, il y a ce système d'isolation qui a été un peu détourné, mais qui marche bien. Il y a des accès. On pouvait demander au système la liste des applis installées. Et c'était open bar, et récemment, Google a resserré la vis en disant bon, il y a de l'abus là-dessus, alors on arrête. Mais c'est ce genre de choses qui étaient permises par le SDK et qui l'est plus maintenant. Mais le système d'isolation en lui-même est pas mal. Ok. Pour revenir du coup à ce que tu disais sur cette notion d'asynchrone sur l'environnement de Kotlin, en fait, l'idée c'est de revenir à quelque chose qui est déclenché uniquement sur une action de l'utilisateur, enfin, action directe ou indirecte, type une notif ou ce genre de choses. Et du coup, ton code ne s'exécute que quand il est nécessaire, quand il est appelé, ou il y a une approche différente. Non, c'est vraiment remplacer le threading. Donc, peu importe ce que ce soit appelé par l'utilisateur ou pas, c'est beaucoup moins lourd de lancer des tâches en fond, de sortir du main thread et d'y revenir. Et enfin, j'ai beaucoup utilisé ça sur VLC et ça m'a changé la vie. Et ça a amélioré ça pour le coup, ça a amélioré grandement l'application. Elle a été plus performante parce que je pouvais threader des choses que j'osais pas faire en Java parce que c'était trop compliqué à gérer. Et là, et en plus, ça m'a permis pour la partie file manager, donc le gestionnaire de fichiers. Enfin, il y a une partie dans VLC où on peut lister les dossiers, naviguer dedans. C'est beaucoup de récursif. À threader tout ça, c'était compliqué. Ça a grandement simplifié ce code-là. J'ai pu aller plus loin et faire beaucoup plus de choses en dehors de ma thread, et ça rend l'appli plus performante et le code beaucoup plus simple et moins buggé. Donc ça, pour le coup, c'est révolutionnaire pour les développeurs. Et puis, il y a un impact sur la batterie pour l'utilisateur derrière, donc il y a aussi un gain pour l'utilisateur final derrière. Je sais pas, parce qu'au final, on exécute le même code, mais dans un autre thread. Le gain va être qu'on va le faire plus vite. Donc, on va utiliser 3 cœurs au lieu d'un. Donc, on va utiliser 3 cœurs 10 secondes au lieu d'un seul cœur 30-40 secondes. Donc, on peut. Je pense que de toute façon, on y gagne. Mais c'est plus sur la performance qu'on gagne. Okay. Sur la partie l'arrivée de Kotlin, est-ce qu'il y a un truc chez Kotlin que tu regrettes de l'époque Java?
Où tu disais à l'époque, Ouais, c'était il y a quelques trucs. Les opérateurs binaires étaient bien en Java, ils étaient comme en C. C'était juste des chevrons, des pipes, des choses comme ça. Beaucoup plus simple maintenant, ces opérateurs, ils sont écrits. Alors, c'est un peu illisible quand on veut faire un système de flag et de masque. C'est un peu illisible pour le coup, ironiquement, parce que le langage est beaucoup plus lisible en soi. Ça, les if ternaires aussi, mais c'est pareil, c'est des petits opérateurs qui sont remplacés par des opérateurs en toutes lettres. Voilà, mais c'est des petits trucs. Alors, on me demande du coup dans le chat, qu'est-ce que tu penses de Jetpack Compose sur les UI Android? Ça, c'est la nouvelle grosse révolution. Alors là, Kotlin et Architecture Component, c'était la partie code. Et Jetpack Compose, c'est la partie vraiment vue, UI propre. Et donc, on écrivait du XML avec Constraint Layout, c'était bien mieux géré. Déjà, c'est un système qui existait de base, je crois, sur iOS, un système pour faire tout en relatif et de manière plus efficace. Nous, on l'a eu donc tard, et Jetpack Compose, on passe en déclarative UI, donc c'est l'équivalent du Swift UI. Et en gros, c'est du React, mais qui est arrivé sur le mobile. Ouais. Donc ça vient du web, et c'est une tendance assez lourde, quoi. Genre tout le monde fait ça en web, Flutter, React Native, hein, c'est ça, et maintenant iOS et Android s'y mettent. Moi, je trouve ça très bien. J'aimais bien l'idée, naïvement, de décrire en fait l'UI. Donc c'est du XML, c'est verbeux, mais au moins on décrit l'UI. Ensuite, on a le code, on sépare les deux. Mais au final, de manière pragmatique, il vaut mieux tout faire en Kotlin, et ça nous permet de faire un système. C'est bien pensé pour tout réutiliser, tout factoriser. Et pour le coup, ça nous aide là grandement pour le design system. C'est vraiment dans l'idée du design system de faire des composants qu'on va recombiner ensemble, et du coup, on définit nos briques, et comme ça, on peut changer de thème, on peut faire évoluer toute l'app. Une fois qu'on a ça en place, tout va en cascade être modifié. Ouais. Et du coup, j'imagine aussi que en fonction de la taille de ton écran, en fait, tu transportes plus facilement ton UX d'un appareil à un autre, non? Je pense que là, c'est vraiment pareil qu'avant. Il y a le même système de DP, donc Device Independent Pixel. Donc on ne fait pas des tailles en pixels, mais en cette DP qui vont correspondre à une vraie taille dans la vie réelle, peu importe la résolution de l'écran. Ce système n'a pas bougé. Il était bon à la base, donc ça marchera aussi bien. Très bien. Alors du coup, tu as lancé les mots de Flutter, de React, de ces environnements multiplateformes. Comment est-ce que toi, tu perçois ces environnements multiplateformes qui ont quand même un objectif premier qui est de te faire une app que tu vas pouvoir mettre après sur différents stores. Toi qui es un Android depuis le premier jour, comment est-ce que tu vois arriver ce côté un peu cross-platform? Il y a le côté optimisation où je préfère être direct sur la plateforme qu'avoir une surcouche, parce qu'en fait c'est ça, un framework multiplateforme, ça va être une surcouche pour refaire ta même vue, ta même app sur les différentes plateformes. Moi je trouve que c'est très bien pour si on fait une conférence, et on a une app multiplateforme à écrire, et voilà, ça vaut pas le coup de faire 2-3 développements. Si on veut faire des prototypages, des choses comme ça, c'est génial. On peut avoir iOS et Android et web gratuitement, en un projet au lieu de 3. Par contre, sur des sujets plus complexes, je pense qu'il faut éviter. Parce qu'il y a un surcoût en performance. Il va y avoir un surcoût parce qu'on a un proxy entre la plateforme et nous, donc tout ne sera pas accessible tout de suite. On va aussi complexifier, parce qu'un projet qui gère 3 plateformes est forcément plus complexe que le même projet quand on gère une seule. Donc faut pas être trop enthousiaste sur ces trucs-là, même si avec React et Flutter, c'est beaucoup mieux fait que ce qu'il y avait avant. Moi, je suis très enthousiaste là-dessus pour les petits projets, pour les prototypages. Pour les gros, je pense qu'il faut rester sur du natif. Et c'est ce qui se fait souvent. Les startups se lancent avec du Flutter, du React. Et derrière, une fois que le business est validé, il y a les équipes, ils passent sur du natif pour faire des applis de meilleure qualité. Ouais. Donc pour toi, il y a une notion de POC quand même derrière le multiplateforme, quoi. Ouais, et puis une notion de si on a une appli qui a plein d'écrans mais pas beaucoup de logique, ça vaut pas le coup de faire du natif. Ou pas d'accès au Bluetooth, au player, machin. Autant faire du Flutter, c'est plus intéressant. Là, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Donc en gros, sur une application de CRUD, pour toi, le multiplateforme, c'est encore ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouais, s'il n'y a pas de besoins qui sont exigeants en performance, en accès à la plateforme, oui.
Chez Deezer, c'est des choses que vous regardez quand même, ou que vous testez, ou que vraiment que vous regardez d'un œil un petit peu distant? Alors, on a une équipe innovation qui veut, justement, pour faire des POC, va utiliser ça, parce que c'est beaucoup plus intéressant. Nous aussi, on a une autre approche multiplateforme, qui est l'opposé. Il y a donc Kotlin multiplateforme, justement. Alors, c'est pas parce que c'est Kotlin, mais parce que l'approche du KMP, c'est d'avoir le même code en Kotlin qui va être compilé 3 fois. Donc, il va être compilé en bytecode JVM, donc pour du Java ou pour de l'Android, en code natif pour les plateformes natives. Donc là, grosso modo, c'est iOS aujourd'hui qui nous intéresse, mais on pourrait faire des applis natives desktop. Et puis transpilé en TypeScript pour le web. Et ça, c'est utile pour faire des bibliothèques logicielles, donc pour faire du SDK. Et comme ça, on fait, nous, un SDK interne qui va être... Donc le même code va être compilé sur les 3 plateformes. Et du coup, c'est du natif pour chaque plateforme. Et c'est un seul code mis en commun. Et il n'y a pas de contrainte de performance là-dessus, parce que c'est du natif pour chaque. Et enfin, j'appelle natif le SDK standard. Ouais. Pas du vrai natif, donc ça va être du Java sur Android et pas du x86 ou de l'ARM. Donc ça, c'est intéressant pour les bibliothèques, parce que c'est pas la partie vue qui nous intéresse là, c'est la partie moteur de l'appli. Mais donc, du coup, que vous écrivez en Kotlin et que vous compilez en fonction des plateformes, ce compilateur, vous l'avez écrit vous-même, ou c'est dispo? C'est JetBrains, donc l'entreprise qui gère Kotlin, qui fait ça, qui fait ce framework Kotlin multiplateforme. Okay. Et d'ailleurs, ils ont commencé Compose multiplateforme aussi. Donc là, c'est une approche par l'autre bout, pouvoir faire l'UI multiplateforme. Donc on aurait un code Compose qui pourrait être à terme utilisé sur toutes les plateformes. Okay. Un peu moins enthousiaste dessus parce que je trouve qu'il y a déjà du... Je pense que c'est pour faire du multiplateforme de bout en bout. Il y a déjà Flutter et React. Et moi, j'aime bien l'approche de... Voilà, pour la partie SDK bibliothèque, d'avoir cette compilation en triple pour pas avoir justement d'intégration lourde à faire, de perte de performance, pas de surcouche. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est l'autre aspect du multiplateforme qui est souvent négligé et qui aujourd'hui décolle avec ça. Ok. Puis c'est aussi intéressant pour vous parce que du coup, en termes d'équipe, t'as pas besoin d'avoir une équipe qui fait la même chose côté iOS, côté Android. On sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce qu'on fait une équipe en plus Kotlin multiplateforme ou est-ce qu'on fait contribuer tout le monde Il y a des pour et des contre sur les deux. Il y a l'acceptation des différentes équipes, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais on ne sait pas encore exactement, on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut faire là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, du coup, ce projet-là, il est géré par ton équipe. Donc toi, tu es sur l'équipe... Normalement, il y a un lead Kotlin, multiplateforme, enfin un lead multiplateforme, qui fait ça, et ensuite il y a beaucoup de contributions qui viennent de l'équipe Android parce que on connaît déjà le Kotlin et que les autres aussi l'acceptent moins. Mais voilà, c'est pas forcément ce qu'on veut à terme. Ouais. Sur l'aspect de la complexité ou de la difficulté sur une application comme Deezer, qui est quand même une application qui est très sollicitée, qui a quand même beaucoup de clients, c'est quoi la plus grosse complexité que vous avez vis-à-vis d'Android au quotidien à devoir gérer? Le legacy, honnêtement. Donc c'est pas forcément spécifique Android, c'est juste que c'est un projet qui a une dizaine d'années et que voilà, on est un peu bloqué sur certaines choses. Ce qui est compliqué dans le métier Deezer, c'est qu'il y a beaucoup de règles métiers contraignantes sur les droits des fichiers audio, sur les droits du catalogue, sur l'authentification, sur les différents droits de l'utilisateur, suivant son abonnement, son pays, le sens du vent, tout ça. Voilà, il y a plein de contraintes qui vont s'ajouter à un fonctionnement normal d'une app, qui font que le métier de Deezer est complexe, pour plein de raisons. Pour les parties donc user, login, paiement, pour les parties catalogue avec des maisons de disques qui sont un peu bêtes couilles, mais il y a aussi des contraintes qui viennent avec d'évolution. Donc c'est une grosse complexité, c'est une espèce de surcouche de complexité, le métier de streaming musical. Alors, quand tu parles justement de surcouche, ça me fait penser à toutes ces surcouches qu'on évoquait tout à l'heure. Sur les différents constructeurs, tu as les surcouches sur chaque OS. Et donc, tu as tout ce fractionnement d'OS à travers le monde. Est-ce que c'est une complexité que vous avez au quotidien à devoir adresser? La surcouche en elle-même, pas trop. Peut-être sur le thème, mais
En général, non. Ce qui est gênant, c'est quand ce qui n'est pas forcément directement lié à la surcouche, mais quand les constructeurs modifient un peu trop le code d'Android. On se retrouve avec des bugs qui sont spécifiques à Huawei, à Samsung, et là c'est pénible parce que on a notre appli qui crache chez plein de gens sur des Samsung et pas chez les autres. Donc à corriger, c'est jamais évident. Et est-ce que du coup vous avez une espèce d'arbitrage en vous disant ça il faut le corriger parce qu'il y a suffisamment de gens dessus et ça on zappe parce qu'en fait ça représente... Bah, c'est une manière classique de gérer un bug. Hein. Si c'est compliqué que ça gère et que ça concerne 3 personnes, bah tant pis. Et si c'est complexe mais que ça concerne beaucoup de monde, bah c'est la priorité. C'est un peu pareil avec ça. Après, je crois que l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait un problème qui touchait que les Samsung, mais au fur et à mesure des mises à jour, il disparaissait. Donc, comme c'était complexe que Samsung et que bon bah voilà, il y a beaucoup de gens qui étaient gênés, mais on a juste attendu que leur téléphone soit à jour et que ça passe. Ok. Et est-ce que du coup vous avez une application avec des features qui sont accessibles qu'à certains types de populations pour des raisons X ou Y? Et si oui, comment est-ce que tu gères cette Alors c'est la même appli, c'est du serveur flag. Okay. En fait, c'est le back-end qui envoie, donc c'est dans les complexités que je parlais tout à l'heure, il y a un système de licence, et la licence n'est pas la même si on est en France ou au Brésil, ou si on a un abonnement premium qu'on paye nous-mêmes, ou si c'est un accord avec l'opérateur qui donne pas exactement les mêmes droits premium que d'autres. Et donc, c'est géré de cette manière-là, en fait. Au login, on a le type exact de compte, et puis il y a ces règles qui s'appliquent. Mais ça, du coup, j'imagine que c'est surtout une question d'accès au catalogue. T'as pas des features qui sont... Il y a des features. Par exemple, en free, on peut pas faire plus de 6 skips en 1 heure. Ah ouais? On peut pas changer... Bah, sinon... Oui. Ouais. Voilà, on n'a pas le droit de jouer hors ligne. Des choses comme ça qui font faire pour inciter à payer. Alors, on a eu un bug, grâce à un bug, une investigation d'un QA chez nous, j'ai découvert qu'il y a des accords opérateurs qui font qu'on est premium mais qu'on a le droit à un appareil connecté au compte. Et pas 3 comme un premium classique. Ok. Pour du coup terminer, aujourd'hui le mobile c'est un impondérable. Est-ce que tu penses que tout dev devrait faire du Kotlin? Est-ce que pour toi le développement Android c'est un indispensable? Je sais pas, honnêtement je sais pas. Ça devient mainstream en fait le développement mobile. C'est en partie grâce à React et Flutter qui quand même permettent de non mais aussi sur le volume. Enfin moi quand j'ai commencé c'était nouveau, c'était quelque chose qui n'existait pas encore. Maintenant ça fait 10 ans que tout le monde 5-10 ans que tout le monde utilise son téléphone comme GPS. Enfin les gens s'en rendent plus compte que il y a 10 ans c'était la préhistoire comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça devient mainstream pour moi pour ça parce que aujourd'hui c'est normal de faire tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés côté serveur et IoT et qu'il y a moins de nouveautés ces dernières années sur le mobile. Ça bouge moins, ça se stabilise beaucoup le mobile en feature, en capacité. C'est aussi une question de maturation, c'est aussi l'avantage quoi. Ouais, ça mature comme la partie développement. Avec les parties architecture, les nouveaux langages, c'est vraiment de la maturation de la plateforme côté dev et il y a la maturation aussi côté produit où ça bouge moins parce que on fait presque tout ce qu'on peut déjà, quoi. Enfin, il y a les foldables, qui sont quand même une grosse révolution, qui sont très intéressants, mais en dehors de ça, il n'y a rien. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il faut quand même apprendre Java? Ou est-ce que juste Kotlin, ça suffit? Non, je pense pas que Java, ça soit intéressant aujourd'hui. Kotlin, ouais, si on veut faire du JVM, je pense que Kotlin, c'est même pas que Android, même sur le serveur, si on veut faire Spring, ils sont à fond sur Kotlin aussi. Je pense que ça vaut pas trop le coup, Java. Même si les nouvelles versions de Java apportent des choses intéressantes, ils ont un train de retard sur Kotlin qui sera pas rattrapable. Et puis après, il y a du Rust, il y a du Swift, il y a plein d'autres nouveaux langages sur les autres plateformes qui ont cette même philosophie et cette même modernité. Donc non, pour moi, Java, c'est pas intéressant. Mais du coup, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, pour toi, tout ce qui est React, Flutter, tout ce qui est cross-platform, c'est à réserver pour du POC, du test, ouais, de l'expérimentation. Ça peut être intéressant d'apprendre ça aussi si on veut facilement avoir un truc portable et creuser après. Ça peut être une bonne porte d'entrée. Après, ce qui est con, c'est que pour Flutter, ils utilisent Dart ils ont poussé Dart comme langage, qui
un espèce de pseudo TypeScript. Je vois pas l'intérêt. Ils auraient dû utiliser soit franchement du TypeScript, soit du Kotlin. Enfin, un truc qui est déjà utilisé par des gens. Parce que là, un langage spécifique pour ça, je vois pas l'intérêt. Enfin, pour moi, c'est le gros frein à Flutter. Ça, après, les choix technologiques, t'es jamais à l'abri de faire une mauvaise erreur de c'est du techno. politique, c'est pas technologique. C'est quoi pour toi une bonne, un bon process pour apprendre le Kotlin? Est-ce qu'on peut apprendre le Kotlin direct? Ou est-ce que pour toi, il y a quand même des prérequis, passer peut-être par le C d'abord ou par du TypeScript? Est-ce qu'il y a des étapes où on peut y aller direct en Kotlin? Je dirais passer par le C. Parce que alors, moi, j'ai appris comme ça, et je trouve que ça m'apporte beaucoup de savoir, même de l'assembleur. Ça m'apporte beaucoup de savoir comment est gérée la mémoire, comment va fonctionner le processeur, qu'est-ce qu'il y a en dessous, un pointeur, ce que c'est. On a des null pointer exceptions en Java, normalement plus en Kotlin. Mais il y a plein de développeurs Java qui le voient, ils savent ce que c'est, mais un pointer, ils savent pas ce que c'est. J'ai vu pas mal de jeunes développeurs pas savoir ce que c'est un thread ou un pointer. Parce que c'est le problème qu'on a des développeurs mobiles, c'est que ils apprennent tout de suite, ils font une petite boîte à boutons, on a un hello world facile, ils font juste à assembler des trucs et ça marche. Et il n'y a pas derrière la compréhension du système, comment il marche, de comment faire de manière efficace. Donc là, le grand écart avec le GreenOps dont on a parlé dans le point exe, il est énorme parce qu'aujourd'hui, on a plein de développeurs qui arrivent qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils utilisent un framework, mais ils ne savent pas ce qu'il y a en dessous. Et ça, pour moi, c'est une grosse lacune. Alors, ça demande du temps. C'est-à-dire que si on veut se convertir en quelques semaines ou quelques mois, on va partir direct à faire du Flutter ou du Kotlin. Par contre, si on veut se former vraiment, c'est très intéressant de commencer par des environnements en C, même plus contraints. Moi, j'avais adoré le développement sur Pebble. C'était du C et c'était hyper contraint parce que c'est un truc qui a 4 kilooctets de mémoire, un processeur ridicule. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on fait un interrupteur avec un Raspberry Pi, qui est un ordinateur qui a des gigahertz, un quad-core et 2 gigas de RAM. C'est absurde. Donc, pour moi, cet apprentissage doit se faire par le C. Je trouve que c'est très bien. Et du coup, je suis d'accord avec toi sur le fait que apprendre un petit peu les sous-couches, on va dire, c'est important pour comprendre comment est-ce que les choses s'articulent, on va dire. Mais ce qui est difficile, c'est où tu t'arrêtes. Parce que, tu vois, Voilà. dans le mobile, de manière générale sur le web, en fait, tu as quand même aussi des problématiques de réseau. Je pense que c'est important de connaître ce que c'est que le HTTP, le TCP/IP, les différents protocoles. Enfin, tu vois, au final, tu peux creuser tellement de choses dans nos métiers. C'est pour ça que moi, je suis très content d'avoir fait une école d'ingénieur où j'ai appris plein de choses et où je m'intéressais vraiment à tout ça. Ça m'intéressait sincèrement. Donc, je sais ce que c'est que du TCP. Enfin, il y a des développeurs web aujourd'hui, on passe des entretiens, on leur demande, ils savent pas ce que c'est du TCP ou de l'UDP. Et c'est le protocole de base de leur métier, de tout ce qu'ils font. Et c'est le problème avec, sur les threads et les pointeurs des autres développeurs, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils manipulent. Et je trouve ça très dommage. Donc, il y a une culture générale à avoir, informatique. Et alors, où s'arrêter? Je pense qu'il faut le côté formation. Je ne saurais pas dire exactement ce qu'il faut apprendre et ce qui n'est pas nécessaire. Mais tu vois, ce qui est difficile sur ces sujets-là, c'est que Kotlin, tu vois, t'apportes quand même une couche d'abstraction qui est quand même hyper agréable en fait pour un dev. C'était déjà l'apport de Java avant, en dessous. À chaque fois, même le C, c'est de l'abstraction par rapport à l'assembleur. Donc voilà. Apprendre l'assembleur, ça va un peu loin. Et oui, c'est le problème, c'est que les langages de plus en plus modernes abstraient de plus en plus de choses, donc on manipule de moins en moins directement la machine et on a plus des trucs tout faits à assembler. Mais en même temps, c'est un gain. Tu vois, il y a un truc que je raconte souvent sur ce podcast ou ailleurs en général. J'avais vu une conférence il y a longtemps dont je parle souvent par Brett David qui parle de l'avenir du dev, mais il y a 40 ans. Donc c'était assez intéressant. Il expliquait que il y a 40 ans, les gens qui faisaient de l'assembleur trouvaient que les devs qui faisaient du C étaient en fait trop high level. Oui. Il y a une vraie perte de performance entre le C et l'assembleur. C'est du x4, je crois. x2, x4 par là. Ou x10, je sais plus, mais c'est... par exemple, dans le VLC, le décodage se fait... Donc, s'il se fait en matériel, c'est-à-dire qu'il y a un circuit dédié dans le téléphone, dans la carte graphique, qui s'en occupe. Et sinon, c'est fait en logiciel, donc c'est le processeur qui le fait, qui doit tout calculer lui-même. Et ces parties-là, c'est refait en assembleur.
Parce que le C, c'est pas suffisant en performance. Et il faut aller vraiment au plus près du silicium. Et là, pour le coup, on descend en assembleur pour optimiser. Mais tu vois, cet apport d'abstraction te permet aussi d'avoir plus de développeurs qui ont accès à plus de choses. Il y a très peu de gens qui font de l'assembleur. Il y en a plus qui font du C. Puis maintenant, ils veulent faire du Rust, qui est une couche d'abstraction au-dessus. Donc mais oui, c'est un compromis. Il y a le compromis de fonctionnalité versus performance et de contrôle de ce qu'on fait. Donc pour toi, le C, c'est un bon point de départ pour Kotlin, mais de manière générale, pour tout développeur. Voilà. Pour tout développeur, je pense que apprendre le C, apprendre le fonctionnement du réseau, le fonctionnement d'un ordinateur, même de comment l'OS est lancé, plein de choses comme ça. Enfin, une culture générale à avoir. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une ressource, que ce soit un livre, une chaîne YouTube, un site, un truc que tu aurais à nous conseiller pour attaquer Kotlin? Pour attaquer Kotlin, non. Non. La documentation Android est très bien en général. Documentation JetBrains aussi sur kotlinlang.org est bien. Il y a des playgrounds, donc on peut jouer, on peut écrire des bouts de code sur le site web et les compiler sans rien installer pour tester. Je pense que c'est des bonnes bases en fait. Donc développeur.android.com et puis kotlinlang.org. Ok. C'est effectivement une bonne base. Et est-ce que de manière plus globale, tu parlais de cette importance de connaître un peu les différents aspects d'une machine. Est-ce que toi, tu as une ressource en particulier qui permet de s'ouvrir les chakras sur... Ça, je l'ai appris à l'école. Donc, je n'ai pas de ressource. Une ressource que je vois, alors qui n'est pas pour le développement, c'est qui n'a rien à voir, c'est un livre qui s'appelle Android. C'est un ingénieur chez Google qui a interviewé toute l'équipe originelle, tous les gens impliqués dans le projet Android sur les premières années pour expliquer pourquoi ça a marché. Comment ils ont fait pour en faire un truc qui marche et pas un autre OS qui s'est cassé la gueule comme plein à l'époque. Et ça, c'est très intéressant au niveau technique, sur les choix techniques, sur les choix marketing, sur les choix politiques, sur de comment l'altérité aussi avec iOS. iPhone, ils avaient une approche produit, eux, ils ont une approche plateforme, les avantages et les inconvénients qu'ils ont rencontrés les deux, comment l'un a aidé l'autre et vice-versa. Voilà, ça, pour le coup, pour l'histoire des mobiles, je pense que c'est indispensable comme livre. Sur les ressources à apprendre, les seuls livres que j'ai achetés, donc c'est KNR pour le C, donc c'est vraiment une espèce de livre de base d'utilisation du C, et le Concurrency in Practice en Java. C'est vraiment les bases pour faire des atomiques, du threading, des mutex, des sémaphores, ce genre de choses, pour gérer vraiment l'asynchronisme et la concurrence. C'est pas des romans, faut s'intéresser aux yeux, mais c'était bien, c'était une bonne base. Alors après, format livre, je suis pas hyper fan. Enfin, je lis pas en fait de livres techniques, très techniques. On mettra toutes ces ressources en description de l'épisode pour que les gens puissent les retrouver. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces ressources. Merci beaucoup, Geoffrey, pour tout ça. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast FTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Par espace. J'ai jamais utilisé de tabulation. Il y a un des deux qui est imposé par Kotlin. Tu parles d'un SDK qui est plus dirigiste, enfin par Kotlin ou par Android. Le SDK? Le 4 espaces par Android. Ok. Très bien. Mais voilà, donc du coup, j'utilise toujours ça et j'ai jamais dévié. Même en C, en fait, j'utilisais des espaces. Très bien. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On reste en ligne pour ceux qui sont en live. Si vous avez encore des questions et si vous avez besoin en tout cas de réponses. En tout cas, pour ceux qui écoutent le replay en podcast, je vous remercie beaucoup d'avoir participé d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'aimerais faire une mention spéciale à Seb qui a mis un commentaire sur Apple Podcast en disant qu'il avait adoré l'épisode avec JB et je partage son avis. D'ailleurs, les deux étaient très bien. Et merci à Fazar pour son commentaire 5 étoiles sur Podcast Addict. Et merci à tous de participer à ce podcast et de le partager autour de vous. C'est ce qui me permet de rencontrer tout un tas de gens, de découvrir plein de choses sur des technos que je ne connais pas et que vous ne connaissez peut-être pas non plus. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous
Et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisanddev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.